Bonjour Anthony. Bonjour Cécile. On se retrouve pour l'épisode 2 autour de Manon Lescaut. Et donc, comme on l'avait énoncé précédemment, aujourd'hui, tu vas nous parler de ce que l'on qualifierait d'un procédé typique dans le roman, la double narration. Alors, de façon globale, qu'est-ce qu'on entend par double narration? Et qu'est-ce qui va faire la spécificité, justement, de celle-ci dans Manon Lescaut? Alors, effectivement, encore une fois, il faut prendre le roman tel qu'on le trouve et effectivement constater que celui qui nous raconte l'histoire, celui qui se raconte, c'est De Grieux. Donc, effectivement, un élève, au moment où il reçoit ce roman, pourra prendre en considération le fait que nous ayons un narrateur personnage, le chevalier des Grieux, qui se raconte. Donc ça, c'est un premier aspect qui est le plus simple à comprendre. Mais ce qu'il faut bien constater, c'est que tout ça, c'est un peu enchevêtré. En réalité, on a plusieurs narrateurs qui interviennent. D'abord, le marquis de Renoncourt, qui est le premier à intervenir et qui est en quelque sorte le garant de cette histoire. On sait qu'il a déjà écrit une histoire, qu'il a déjà écrit ses mémoires, et il vient ajouter un tome à ses mémoires. Alors ça, c'est très important parce qu'au XVIIIe siècle, on redonne une valeur au jeu. Le jeu qui atteste d'une certaine vérité. Je prends l'exemple le plus connu, mais dans un registre plus autobiographique, Rousseau emploie le jeu et dit « je vais vous dire toute la vérité ». Alors, dans le cas de l'abbé Prévost, on n'est pas dans une autobiographie, mais on est quand même dans une fiction d'autobiographie, puisque le narrateur, donc je répète, le marquis de Renoncourt, dit avoir rencontré quelqu'un, en l'occurrence le chevalier de Grieux, et que le chevalier du Grieux lui a raconté l'histoire. Donc, il y a une forme d'attestation, comme s'il y avait une nécessité qu'on le prenne au sérieux. Pour autant, le chevalier de Renoncourt, on ne le voit pas, si j'ose dire, beaucoup dans l'histoire, puisqu'il nous dit, alors je le dis en substance, finalement, tout ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est ce que m'a dit le chevalier des Grieux. Donc c'est comme si il n'était là que comme un dépositaire de l'histoire de des Grieux. Alors ça, c'est intéressant parce que il y a, au fond, l'idée que, malgré tout, il y a une crédibilité dans cette histoire, et que lui, Renoncourt, a pris au sérieux l'histoire de Des Grieux. On en arrive maintenant au deuxième narrateur, celui qui est le plus important pour nous, puisque c'est Des Grieux qui se raconte. J'insiste, si on est factuel, il se raconte à quelqu'un. D'ailleurs, dans le récit, on aura une référence au fait qu'à un moment donné, il faut s'arrêter parce qu'il faut reprendre son souffle. Donc, l'histoire est tellement prenante, dans une certaine mesure. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Des Grieux devient narrateur de sa propre histoire. Donc, il apporte un regard rétrospectif sur une aventure absolument romanesque qu'il a vécue par amour pour Manon Lescaut. Et là, le principe de double narration est très intéressant parce qu'on se rend bien compte qu'il raconte sa propre histoire. Donc, il en est, si j'ose dire, le seul témoin, le seul dépositaire. On peut d'ailleurs se poser des questions. Est-ce qu'il dit toute la vérité, rien que la vérité? Est-ce qu'il arrange cette histoire? Est-ce qu'il prend du plaisir à la raconter à Renoncourt? Vous voyez que ces questions-là ne sont pas des questions anecdotiques parce qu'elles nous ramènent toujours au même problème. C'est la question du plaisir du romanesque. Il y a une certaine forme de contradiction à se raconter de la sorte, parce que à la fois on témoigne de ce qu'on a vécu, et d'un autre côté, on prend plaisir à raconter à quelqu'un. Donc c'est un système qui est tout en tension. Et alors ce plaisir ou ces plaisirs du roman, est-ce que ça participe justement de l'ambiguïté de l'œuvre de l'abbé Prévost, et qui peut être soulevée dans une dissertation? Alors naturellement, parce que effectivement, on peut et on doit même s'interroger sur la crédibilité de tout ce qui est raconté. Effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de se mettre particulièrement en valeur,
Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de raconter une histoire qui aurait une valeur de, comment dire, où on chercherait à se racheter? Hein, vous pouvez très bien reconstruire une histoire, il s'est passé des choses vraies, mais la façon dont vous la reconstruisez finit par, puisqu'il faut insister sur la conclusion de l'histoire quand il se retrouve en Amérique, est-ce que ça finit pas par racheter tout le monde? Manon d'un côté et De Grieux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un montage romanesque absolument parfait où, au final, l'objectif, ça serait se dédouaner de tout ce qui s'est passé? En sachant, bien sûr, que Des Grieux a été victime de beaucoup de choses, de la fatalité, de la fortune, de l'infortune, entre parenthèses, 2 mots-clés du roman, très souvent répétés d'ailleurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que le plaisir du romanesque est très ambigu, hein, parce que il y a aussi l'idée qu'à la fin, eh bien, quand on a lu toute cette histoire, on pourrait se dire que c'est un véritable roman de formation, il a vécu beaucoup de choses et puis qu'il a appris beaucoup de choses et qu'au final, il est devenu un autre homme, quelque part plus sage, plus philosophe, à partir de toutes les mésaventures qu'il a subies. Alors là, tu parles de roman de formation, ce qui induit donc d'évoquer les caractéristiques des personnages. Eh bien, ça tombe bien parce que justement, dans l'épisode suivant, on va se focaliser bien sûr sur la fameuse Manon Lescaut, en se posant la question de ses caractéristiques. Est-ce qu'on peut la considérer comme un personnage ambigu en marge, une héroïne? Et donc ça, c'est ce que tu nous raconteras au prochain épisode. Merci Anthony. Merci Cécile.